Donc, on passe maintenant au docteur Loubna Shrif Alami. Donc, comme vous savez, la mise en place des textes et de lois juridiques permet aussi la prévention contre la pandémie, que ce soit par rapport aux citoyens ou par rapport aux professionnels de la santé. Donc, avec nous, docteur Loubna Shrif Alami, pour nous présenter le cadre juridique et réglementaire dans la pratique d'activités des professionnels de la santé. Il va nous rapprocher aussi par rapport à son expérience en tant que dentiste spécialiste. Donc, à vous la parole, docteur Loubna Shrif Alami. Alors, chers confrères, chères consoeurs, bonjour. Donc, j'ai l'honneur d'avoir la dernière communication et peut-être je vais avoir plus de temps pour pouvoir parler donc de ce volet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, le cadre réglementaire, je remercie donc les conférenciers qui m'ont précédé, notamment professeur Mouhiaoui Boutaleb et professeur Khatabi, où leur conférence était très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses et donc je les remercie. Je remercie moi aussi à mon tour tous ces professionnels et toutes les professions médicales et les professions en sciences de la santé et tous les Marocains et tout le personnel humain qui a contribué de proche ou de loin pour lutter contre cette pandémie actuelle du Covid-19. Je remercie aussi et je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réalisations scientifiques pour l'AMSTES, qui est une association donc pour l'environnement et la santé qui est très, très intéressante parce qu'il y a d'autres associations au niveau mondial, mais cette association, elle est fraîche et elle apporte beaucoup d'intérêt, en tout cas à mon sens, pour l'environnement qui est très, très important d'un point de vue médical. Et donc, je vais rentrer et je remercie donc le professeur Boulawan et Madame Boutaleb et toute l'audience qui nous entend. Et donc, on va passer directement à notre sujet qui est le cadre réglementaire, au fait, et juridique de l'activité, dans notre activité de soins en tant que professionnel en sciences de la santé. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu brièvement et je vais essayer quand même de parler de ce sujet. Alors, donc, je me présente. Je suis docteur Shrif Alami, chirurgien dentiste spécialiste en paro-implantologie, expert judiciaire auprès de tribunaux et donc diplômée dans différentes facultés françaises, donc dans le dommage corporel et identification dentaire et donc tout ce qui concerne droit du patient et devoir du praticien. J'ai toujours été passionnée par ceci. J'ai fait des études de sciences juridiques dans ce sens. Et là, je fais des congrès dans ce sens, dans tout ce qui est, en tout cas, entre le juridique et le médical, active dans ces conférences et je donne donc des cours en faculté de médecine dentaire sur les bases juridiques en médecine dentaire et des cours dans la faculté de sciences juridiques ici au Maroc dans différents masters. Alors, donc mon sujet d'aujourd'hui, c'est le cadre juridique et réglementaire dans la pratique d'activités en professionnel de la santé. On parlera de la pandémie actuelle Covid-19. Bien sûr, je tiens à remercier donc mes précédents conférenciers qui sont professeur Tabi et professeur Boutaleb et professeur Mouhiaoui. C'était très, très intéressant leur conférence. Je les remercie. Je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de continuité, beaucoup de réalisations scientifiques pour l'AMSTES. C'est une association d'environnement et la santé que je trouve très, très intéressante. Il y a des associations et des congrès d'environnement qui se tiennent partout dans le monde. Et pour moi, c'est une association qui est donc on va dire basé sur le FST ou alors sur l'IPSIS, c'est très important ce côté environnement pour le professionnel en sciences de la santé. C'est très important ce côté environnement pour l'être humain en général et c'est très important ce côté environnement dans tout ce qui peut être important pour la santé de l'homme. Donc, sans trop tarder, je commencerai donc alors, je vais parler du petit plan de ma présentation. Dans un premier temps, je parlerai des professionnels de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, les professionnels de la santé? Qu'est-ce que c'est que sont les catégories des professionnels en sciences de la santé au Maroc? Qu'est-ce que c'est que les catégories des professionnels en sciences de la santé, on va dire en France ou en droit comparé? Dans un premier temps, on parlera de la Constitution marocaine 2011 et donc du droit à la santé et du droit à la vie et donc
et en arabe الحق في العناية بالمريض والحق في الصحة. Alors Dossor 2011, il comprend donc plusieurs, je parle en français et en arabe pour que ce soit plus simple pour l'audience, pour toute personne, soit du médical ou alors toute personne qui a envie tout simplement que le message puisse être, on va dire, puisse arriver à la personne. Je vais parler comme ça en arabe, en français, déjà pour que ce soit plus simple pour le citoyen marocain et pour toute personne de l'audience. Alors, on parlera aussi des différents types de responsabilités médicales. Finalement, quelles sont ces responsabilités juridiques médicales? On parlera donc de responsabilités contractuelles, on parlera donc des différentes responsabilités administratives, civiles, pénales, etc. On parlera de l'état juridique de la pandémie Covid-19 au Maroc, c'est-à-dire comment ça a été pris en charge, et quelles sont les Covid-19, quel est l'état, au fait, cet état, quel est l'intérêt, ou alors quel est l'impact, ou alors quelles sont les mesures juridiques qui ont été prises par les compositions juridiques de la médecine dentaire au Maroc, à savoir l'ordre, la fédération, à savoir les syndicats, comment le praticien en médecine dentaire, il a contribué, on va dire, à aider lui aussi par ses propres moyens de professionnels d'arrêter, enfin dire pas d'arrêter, ou alors en tout cas de contribuer à endiguer la pandémie Covid-19 et qu'elle puisse pas se propager dans le cadre du cabinet dentaire. On va parler de ceci, notamment la plupart des Marocains peut-être qui ne sont pas au courant, et on va parler de la médecine dentaire tout en étant la profession médicale la plus au contact, on va dire direct avec le Covid, dans le sens où on est donc le visage et du patient et du praticien sont très proches, dans le sens où on est dans la salive constamment, et dans le sens aussi où on a ce qu'on appelle les aérosols, et on travaille avec des instruments de rotation comme turbine, contre-angle, etc. On parlera aussi de la responsabilité juridique du droit du travail. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure avec professeur Boulao qui m'a dit que c'est important d'en parler, donc on parlera quand même en quelques diapositives, on parlera de cette responsabilité juridique dans le cadre du droit du travail, de cette responsabilité du praticien, ou alors dans son cabinet avec les assistants, son responsabilité dans le cadre du travail, notamment qu'on a avec le personnel ou autre. C'est une responsabilité quand même qui rentre dans le cadre du travail. On a la responsabilité patient, la responsabilité hors patient, la responsabilité de droit du travail du professionnel. Et on va parler aussi de la responsabilité juridique et notamment la gestion des déchets médicaux et qui va toucher automatiquement l'environnement et la santé de l'homme. On finira bien sûr par une petite conclusion où il faut toujours être au courant donc des actualités juridiques, de tout ce qui est médical, et qu'il faut bien sûr qu'on ait une communauté et qu'il faut faire attention à soi et aux autres. Et ce Covid-19, ce virus nouveau qui est venu, inconnu, on va dire, du monde médical, pas vraiment inconnu, mais parce qu'il y avait en fait le SARS-CoV-1, le 2, et là, c'est pour en 2020, c'est un virus qui est vraiment mortel, c'est un virus respiratoire. On va dire le monde humain n'a jamais connu peut-être une telle pandémie avec une telle virulence, avec une telle rapidité de propagation, et surtout qu'on est vraiment, d'un point de vue scientifique, c'est très, très encore frais, et on est chaque pays, chaque société est là en train de tout faire en fait pour se protéger et pour protéger les citoyens. Donc sans plus tarder, on va commencer donc. Alors, je vais parler du droit patient de l'information. On va parler qu'est-ce que c'est que finalement, on va dire que l'information. Alors, l'un des droits essentiels du malade est celui d'être informé sur son état de santé. D'accord? Alors que l'information clinique est orale, que l'information juridique est écrite, que l'information doit comporter tout ce qui concerne le patient. On va parler des professionnels de la santé. Nous distinguons dans tout ce qui est profession médicale. Ça va être les professions médicales, médecins, médecins dentistes, spécialistes, ou alors médecin dentiste aussi, omnipraticien ou médecin dentiste spécialiste. On va distinguer aussi les professions paramédicales qui vont être infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, podologues, etc. Ce sont deux grandes pôles de catégories de professionnels de la santé. Il faut savoir que donc les professions médicales
c'est des professions qui sont organisées, on va dire en arabe, mu'attara, muqannana, c'est-à-dire qu'il y a quand même la loi d'exercice 131-13 qui est au niveau médical qu'il faut suivre, où on parle du secret médical, où on parle de tout, comment on va soigner le patient. Il y a ce qu'on appelle le code de déontologie. En France, on va parler quand même de cette profession en sciences de la santé qui sont les professions médicales, qui sont les professions, au fait, les professions pharmaceutiques comme pharmacien et comme préparateur de laboratoire, etc. Et on va parler des auxiliaires médicaux qui vont être l'infirmier, la sage-femme, le podologue, etc. Les préparateurs en électrolyse, les préparateurs dans d'autres centres, etc. Alors, donc, il faut savoir que de nos jours, la médecine bénéficie de tellement d'avantages de technologies avancées en étape de traitement, en investigation radiologique, en diagnostic thérapeutique, tellement la médecine générale, la médecine spécialisée, qu'elle soit dentaire ou alors générale, dans tous les moyens, on va dire, technologiques, on assiste à une effervescence de protocoles, à une effervescence de progrès technologiques qui fait que le geste opératoire, il est devenu plus précis. Et donc, du coup, le patient, ce patient informé, il est devenu exigeant et intransigeant. Alors, il faut savoir que la médecine esthétique aussi, elle s'est tellement développée entre le lifting et le laser. Maintenant, en pratique de nos soins, en pratique de nos activités de soins, le médecin, qu'il soit généraliste, spécialiste, médecin dentiste, infirmier, nous sommes en train de prendre des décisions thérapeutiques, comme l'a bien souligné tout à l'heure le professeur Mohiaoui ou alors mes deux préférences, les deux précédentes aussi, comme le professeur Boutal, le professeur Tabi, il y a des prises de décision thérapeutiques, mais ces prises de décision thérapeutiques sont prises en accord avec la loi, en adéquation avec la loi du pays. On va bien sûr, tout ceci ne vient pas comme ça par hasard, tout ceci c'est des protocoles actuels, et notre rôle dans les sciences de la santé, c'est de soigner le patient dans les notions acquises actuelles de la science. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que la responsabilité juridique et médicale? Est-elle la même pour tout professionnel ou elle change en fonction de la nature de son exercice? Est-ce que l'expert judiciaire et le rapport d'expert, la gestion des conflits, qu'est-ce qu'elle donne la médiation médicale, comment une plainte aboutit, quelles sont ces preuves juridiques prises en compte par le tribunal, quel est le rôle de l'expert et finalement, est-ce que ceci influe sur la décision de justice? Tout ceci sont autant de questions qui nous intéressent en tant que professionnels de la santé, qui nous intéressent en tant que personnes avec une vocation, c'est de rendre service aux patients. S'il y a vraiment un point pour lequel tous les professionnels en sciences de la santé s'accordent, nous, on est vraiment en train de rendre service aux patients, en train de soigner la santé, en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir médical dans nos obligations de moyens juridiques. Je dis bien obligations de moyens dans l'état, on va dire la pratique quotidienne, la pratique générale, entre guillemets. Bien sûr, on a des obligations de résultats, mais quand la demande elle est esthétique. Donc, toutes ces questions, on ne pourra pas en parler donc, dans cette conférence, mais je les ai juste mis et juste énoncées pour dire que le domaine juridique, c'est quelque chose qui nous intéresse tellement, c'est quelque chose qui vit avec nous en tant que médecin ou alors en tant qu'être humain. Si on a besoin d'acheter un appartement, on a besoin d'un contrat juridique. Dans le mariage, avant il y avait le Fatiha, Sharia al-Islami, elle est toujours là. Nous avons le droit musulman, etc. Nous avons besoin d'un cadre juridique. Nous avons besoin d'un contrat de mariage juridique qui va en fait stipuler les différentes, on va dire, responsabilités du mari et de la femme. La nouvelle Mudawwana a donné encore plus, on va dire, plus de responsabilité et plus d'aisance pour la femme dans le sens où la femme, elle est responsable aussi dans le contrat de mariage. Beaucoup de choses sont intéressantes pour la femme. Donc, tout ceci, on va parler donc de la Constitution 2011. Alors, sans plus tarder, on va parler, donc on rentre dans notre sujet. La Constitution 2011, finalement, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qu'elle a donné de nouveau? Qu'est-ce qu'elle a donné de nouveau souffle pour le Maroc, pour le Marocain et pour les Marocaines? Il faut savoir que la première constitution marocaine, elle date de 62 et elle a été révisée. C'est une constitution écrite, c'est une constitution qui est intéressante et dans l'article 1er, l'article 20, il va nous donner le droit à la vie et le droit premier de tout être humain. Nous avons quand même une charte des droits de l'homme qui est inscrite dans la constitution marocaine. C'est très important. Il faut savoir que cette charte, elle n'est pas inscrite dans toutes les constitutions des pays. Il faut savoir que la constitution, il y a des pays où la constitution n'est pas écrite, comme le Royaume-Uni. Et il y a donc comme j'ai dit, dans cette constitution, différents articles qui nous intéressent, que le domicile est inviolable, nul ne peut être retenu ou alors détenu sans hors les formes prévues par la loi, que il faut que la justice finalement, que la loi, elle est faite pour protéger le citoyen. Il y a bien sûr le droit d'accès à l'information dans l'administration publique et le droit à l'information ne peut être limité que par la loi. Ceci il est situé dans l'article 27 de la Constitution. Et tous les citoyens sont sommés de respecter la Constitution et la loi. La Constitution, on va dire, c'est le degré suprême de la loi dans le pays. D'accord? C'est le Khanoul Esma lil Umma. Bien sûr, il y a le Dahi Sherifia qui est le Dahi, qui est la parole du roi, qui est au-dessus qui est, on va dire, tout ce qui est la plus haute autorité du pays. Alors, ceux-ci se sont dit, alors, des différents livres de droit public, de droit administratif, on va dire des enquêtes qui ont été faites au Maroc sur le Ms'oulia, al-Madaniya, al-Atibba, al-Qita al-Khas. Donc, et ceux-ci, ce sont différents ouvrages de 2018 qui n'existent qu'aux tribunaux, ils ne sont pas dans toutes les librairies. Et donc, مسؤولية الطبيب الجراح, الخبرة والخبراء من خلال الشهادات القضائية, المسؤول القانوني للأطباء, هذا quelque chose aussi ديال المصنف ديال المسؤولية الطبية. Donc, autant de bouquins sur lesquels j'ai travaillé, bien sûr, des bouquins marocains sur le Qanoun maghribi. Alors, on va dire que qu'est-ce que c'est que la responsabilité juridique finalement? C'est une notion générale connue de tous. Tout médecin et professionnel de la santé, il est responsable de ses actes. Ceci, on le sait. D'accord? Alors, maintenant, quelle est cette responsabilité? Quels sont les devoirs du praticien? Quels sont les droits du patient? Quels sont ses droits? Finalement, quelle est cette responsabilité des professionnels en sciences de la santé? Alors, il faut savoir que les sentences des différentes juridictions sont rendues en application avec la loi. Ce qu'il en est de notre responsabilité juridique? Quels sont les textes de loi et quels sont les risques pour le professionnel? Alors, il faut savoir que la responsabilité juridique, la responsabilité médicale que dit la loi, il y a donc un arrêté de la Cour du Maroc qui dit que donc les soins que donne le praticien doivent être consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science. Il y a différents types de responsabilités juridiques, la responsabilité administrative, disciplinaire, civile ou pénale. Je ne vais pas détailler ceci, mais la responsabilité administrative, c'est une responsabilité du CHU. La responsabilité disciplinaire, c'est la responsabilité pas liée à l'ordre. La responsabilité civile, c'est le مسؤولية المدنية, donc le محكمة الابتدائية والمحكمة المدنية, on va dire فيها الابتدائية والCNF, et donc on va dire aussi quand elle est jugée aussi après le CNF, et la responsabilité pénale. Donc, on va quand même, ce sont différents articles donc qui nous intéressent dans notre profession. Dans le DOC, ici, le DOC, c'est le Dahir des obligations et contrats. Alors, il y a un droit du patient à l'information. L'obligation, comme j'ai dit au début, c'est une obligation légale. Il faut savoir que donc, disons, les obligations de moyens, c'est une obligation de moyens que le praticien a envers le patient. Nous avons ce qu'on appelle une valeur scientifique et juridique. Nous avons une actualisation des connaissances, tout ceci dans les cadres juridiques. Alors, une nécessité, notre obligation, c'est une obligation de moyens, de soins, et c'est une obligation de suivi. On est obligé de suivre l'état de santé après l'acte opératoire. Notre but thérapeutique, ce sont des risques normalement prévisibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe, c'est-à-dire on va dire المريض في الحالات, on va dire ماشي الحالات ديال الرفاهية, الحالات ديال الرفاهية هما le patient à but esthétique. Alors, bien sûr, on a une obligation d'information renforcée pour le patient à but esthétique, le patient qui se présente sans qu'il ait de problème, on va dire, il se présente dans un état normal,
c'est-à-dire il se présente pour il veut faire le nez ou alors il veut faire autre chose. C'est vraiment, c'est-à-dire un soin ديال الرفاهية. C'est-à-dire ماشي علاج ديال المريض اللي مريض. Non, le marié en général, il n'a rien d'un point de vue santé, mais il se présente pour un truc esthétique. Alors, donc, la pandémie, je vais parler de la pandémie actuelle du Covid-19 et donc des mesures éthiques prises par la médecine dentaire au Maroc. Et bien sûr, tout ceci, il est fait dans le respect des droits de l'homme. Donc, il faut savoir que les sciences et les statistiques, je ne parlerai pas des statistiques qui sont déjà vues, revues à la télé avec Ilas Corona, etc. Le côté scientifique, il a été donc étayé par mes confrères dans le domaine médical, notamment professeur Boutal en endocrinologie, professeur Khtabi qui a parlé donc de tout ce qui est virologie donc de ce Covid-19 et je parlerai donc, je passerai automatiquement à donc les dégâts sur l'humanité et les statistiques. L'état actuel des connaissances scientifiques sur le Covid-19, ça a été déjà traité. Et quelles sont ces mesures juridiques, sociales en relation avec qui ont été prises au Maroc. Donc, il faut savoir que ça a commencé par la fermeture des frontières et aéroports, donc à partir de mars donc 2020, pour ne plus avoir de rentrée, on va dire, de personnes infectées pour pouvoir en fait s'occuper du territoire marocain. Il y a eu une allocation de fonds pour la prise en charge sanitaire du Covid-19. Il y a eu bien sûr un confinement sanitaire et un couvre-feu où donc les personnes ne pouvaient sortir que par une autorisation spéciale. Donc, le médecin dentiste, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Alors, les mesures, c'est-à-dire quel est le rôle pris par les médecines dentaires au Maroc? Alors, il faut savoir qu'on a eu des mesures éthiques prises par l'ordre de médecins, c'est-à-dire la fermeture volontaire des cabinets dentaires privés pour éviter la propagation des virus. Il faut savoir que la circulaire, on va dire, juridique qui a été établie par le ministère de la Santé, c'était au fait que le cabinet dentaire pouvait rester ouvert. Il n'était pas sommé obligatoirement, de point de vue de la loi, de fermer. C'est-à-dire, on proposait ou alors on préconisait, il est préférable, mais ce n'était pas une obligation. Ça, c'est ce que le citoyen marocain doit savoir. Et donc, nous, en tant que médecins dentistes dans le secteur privé, on a donc décidé de fermer les cabinets volontairement le premier mois en mars pour pouvoir endiguer la propagation de la maladie. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui est nouveau, c'est un virus qui risque la propagation dans les cabinets dentaires et c'est un virus dont on ne connaît pas vraiment encore comment s'en protéger. Alors, le médecin dentiste marocain, il a pris la décision qui était quand même pas facile de fermer le cabinet pour se protéger et pour surtout protéger la santé du patient marocain. Alors, quand on a fermé volontairement le cabinet, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupait pas des patients, mais on avait des téléconsultations gratuites qui étaient au fait assurées pour tous les patients. Donc, on a fermé le cabinet et donc on a laissé le numéro affiché sur le cabinet, le numéro de portable où ils pouvaient nous appeler, on pouvait faire des consultations, soit par les moyens technologiques au fait de digitalisation visuelle, soit on va dire par des photos sur WhatsApp, on pouvait suivre en fait en direct le patient et donner les premières mesures nécessaires donc de prescription médicale et de diagnostic qu'on pouvait faire par la voie du digital. Donc ça c'était donc dans le premier mois de mars. Après, on a ouvert, donc en avril, mi-avril, fin avril, on a commencé à faire les soins d'urgence, mais vraiment uniquement les soins d'urgence au cabinet dentaire privé. Alors, il y a eu, bien sûr, un protocole validé par l'ordre des médecins dentistes au Maroc, un protocole qui a été validé et donc distribué dans tous les cabinets dentaires, dans tous les cabinets de médecine dentaire, un protocole où on explique aux patients qui viennent comment il faut faire. Bien sûr, la distanciation, elle est le premier point. Tout patient, il n'y a pas de personne dans la salle d'attente, en tout cas dans le mois d'avril, ou enfin, juste la personne qui passe, l'autre personne, elle peut attendre dans la voiture, mais il n'y a pas de queue, il n'y a pas de rassemblement dans la salle d'attente ou alors de rassemblement dans le couloir. Déjà, la distanciation
Et ces personnes, bien sûr, ils ont le masque. Avant de rentrer, il y a le distributeur d'alcool où donc il s'essuie les mains, il porte la charlotte et puis il porte les surchaussures. Alors, ils enlèvent leurs chaussures, ils peuvent les laisser dehors. Quand ils rentrent, bien sûr, ils sont habillés par des blouses et des surblouses. Le praticien, nous, dans le soin, bien sûr, on est équipé, on est habillé par tout ce qui est protection, donc les blouses qui sont hermétiques, le masque bien sûr FFP2 et la visière et donc et tout la charlotte et donc les premières gants et les deuxièmes gants et bien sûr toutes les salles, toute la salle et les on va dire il y a eu une désinfection du sol, il y a eu une aération entre les patients, ce qui fait entre chaque patient on va avoir une demi-heure ou 45 minutes pour avoir l'autre patient. C'est-à-dire dans la journée on va pas en faire peut-être plus de 5 ou 6 patients. D'accord? Alors, en général, c'est ce qui se passe dans les cabinets. Alors, tout ce qui est les brochures diffusées donc par l'ordre de médecins dentistes au Maroc et ces brochures aussi validées, on va dire, et revues par tout le système juridique de médecine dentaire au Maroc, notamment l'ordre et la fédération de médecine dentaire au Maroc et les syndicats de médecine dentaire où ils ont en fait tout fait pour véhiculer l'information, soit par des brochures, soit par des slogans publicitaires ou alors des petits films qui ont été envoyés à tout le monde par WhatsApp ou alors via Facebook, via les réseaux sociaux pour expliquer aux patients comment il faut faire au cabinet dentaire. Surtout, surtout ne pas aller chercher un soin illégal ou alors aller faire ses soins dans un côté d'exercice illégal ou autre parce que c'est pas le moment de faire, on va dire, des choses qui peuvent être punies par la loi et surtout porter préjudice aux personnes, à l'entourage. Alors, donc, après mars, bien sûr, dans cette période de soins d'urgence au cabinet dentaire, il y avait des actes que pouvait faire le médecin dentiste. On ne devait prendre les patients que les patients en soins d'urgence qu'on a vu dans la téléconsultation et que le médicament ne pouvait plus faire effet et il faut les faire des gestes. Le geste d'urgence et le soin d'urgence qui était rapide. Le patient ne devait pas dépenser un quart d'heure ou 20 minutes dans le fauteuil. Ça, les soins étaient donc soit l'hémorragie ou les fractures et donc et les soins d'urgence de douleurs aiguës au cabinet dentaire. Après, on est passé donc à plus ou moins diversifier les soins et donc là, il y a eu plein d'études, plein de conférences, plein de webinaires que j'ai suivis donc en France et ailleurs où on parle du point crucial de l'aérosol dentaire, comment faire pour se protéger de l'aérosol, comment faire donc en fait pour que la conduite à tenir envers le patient, c'est en fait ramener le patient et regrouper plusieurs actes, plusieurs soins opératoires dans la même séance. Quand ces soins ne sont pas diffuseurs d'aérosols, par exemple, des soins, ça va être, je ne sais pas moi, le scellement d'une couronne, on va essayer de tout faire en fait pour protéger le patient. On va essayer d'utiliser après la digue. La digue, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour avec des crampons pour isoler la dent et pour avoir la salive qui retourne en arrière, la salive qui va rester dans ce petit cadre de caoutchouc et qui va faire que donc la pompe à salive, etc., tout ceci, il va faire la salive qui va diffuser donc dans les conduits et on va avoir, quand on peut soigner avec DIC, on va le faire. Et quand on ne peut pas avec DIC, on va tout faire en fait pour se protéger donc de ces aérosols, pour protéger le praticien, pour protéger l'assistante en contamination croisée et pour protéger au fait les personnes en dehors du cabinet et les patients qui vont venir, qui vont aller rentrer pour leur famille. Il faut savoir qu'avant de toucher un patient, bien sûr, on va la charge virale avec ce qu'on appelle des bains de bouche. Des bains de bouche à la polyviodée, des bains de bouche qui vont réduire considérablement le virus. Dans les paillasses, etc., on va utiliser l'hypochlorite de sodium. On va utiliser donc les moyens des virucides qui vont, au fait, on va utiliser dans les sols. Il faut savoir que la médecine dentaire, on va dire, c'est la spécialité médicale la plus au contact, comme j'ai dit au début, contre la plus au contact du Covid-19
dans le sens où on a quand même cette proximité de visage du praticien, de visage du patient, dans le fait qu'on a les doigts, les mains toujours dans la salive, dans le fait que on a ces aérosols qui vont faire projeter ce virus qui a été étudié et réétudié. Et donc, ce virus, il va être protégé dans les micro-gouttelettes et dans les macro-gouttelettes salivaires à travers le masque. Mais qu'en est-il du reste du fauteuil? Qu'en est-il du reste du mur? Sachant que le virus, hors portée du fauteuil, il peut être vivant des heures. Et quand il y a ce nuage au fait d'aérosol, ce nuage, il va descendre sur le sol. Et donc, ce qui fait que le sol, entre chaque patient, il va falloir et faire le sol, décontaminer le sol par l'hypochlorite de sodium, par javel. Il va falloir aérer le cabinet, tout ceci entre chaque patient. C'est très, très important. On ne peut pas se permettre de faire juste des petits on va dire, des petits sprays et puis dire non, on doit faire tout ceci. Et bien sûr, il faut prendre en compte aussi le fait que le patient, quand il sort, par exemple, au cabinet, on a les toilettes qui sont normalement arrêtées où en général, le patient ne va pas rentrer. On va les fermer, le patient il va rentrer pour un temps de soin. Le gobelet, tout on travaille avec du jetable à part, du jetable qui va être conditionné et donc on n'a pas le crachoir. Le crachoir, il est condamné dans le fauteuil et on va travailler qu'avec l'aspiration. Alors, il faut savoir qu'avec ceci, on a instauré des listes de garde de cabinets dentaires en urgence dans les journaux. Il faut savoir que toutes ces mesures jusqu'à présent, c'est des mesures intéressantes, c'est des mesures importantes en médecine dentaire qui fait qu'actuellement, on peut faire tous les soins, mais on y va. Quand je dis tous les soins, c'est entre guillemets. Tout à l'heure, le conférencier il a parlé en fait des personnes. On doit faire attention. Il faut savoir qu'il y a des actes de soins. Moi, en tant que parodontologiste et en tant qu'en travaillant toujours dans le sang, etc., on minimise. On ne peut pas faire de détartrage avec la digue. Le détartrage, c'est quelque chose qui va quand même projeter le sang. Il y a des systèmes qui sont proposés en fait en médecine dentaire, que ce soit au Maroc ou en France. Ce sont, on va dire, l'aspiration externe au fauteuil qui va faire que donc l'aérosol il va être aspiré. Tout ceci fait que actuellement, quand même, avec l'état actuel des sciences, il ne faut pas quand même aller se précipiter vers les actes qui ne sont pas très urgents et qui sont véhiculeurs de sang, véhiculeurs d'aérosol, qui va avoir une portée de plus de 6 mètres après le fauteuil, qui va avoir une vie dans l'atmosphère et qui va avoir une vie dans le cabinet. Alors, il faut quand même suivre tout le protocole par l'OMS, le protocole établi par la médecine dentaire au Maroc. C'est un protocole qui ressemble au protocole en médecine dentaire en France. Il faut faire ceci. Il faut savoir que donc l'aspiration, la climatisation, elle est interdite dans le cabinet dentaire parce qu'il a été prouvé dans des études que donc le virus, il peut véhiculer. Et donc dans certains restaurants, une étude qui a été faite donc en Asie, c'était donc au restaurant, la personne qui était en Covid-19, le virus peut au fait se propager par la clim quand il passe donc du côté où il y a la personne qui est contaminée. Il faut faire attention à la parole, c'est-à-dire il ne faut pas se dire que si on parle, on ne diffuse pas le virus. Si, il faut se protéger par la distanciation. Il faut avoir la distanciation valable d'1 mètre et plus entre le patient, entre chez nous à la maison. Il faut faire attention à tout ce qui est carton, à tout ce qui est plastique, à tout ce qui est surface. Il faut savoir que ça reste vivant sur le plastique pendant des heures, voire des jours, sur le métal aussi. Et c'est très important pour nous qui utilisons plein d'instruments pour après les stériliser et les conditionner pour pouvoir travailler après pour un autre patient, donc dans d'autres, on va dire dans les autres rendez-vous. Alors,
ceci, donc c'était pour parler de la médecine dentaire au Maroc. L'éthique, elle devrait être en constante adhésion avec les principes des droits de l'homme et de la santé, et tout écart peut produire des drames humanitaires et sociaux. On n'est pas là en train de parler donc pourquoi le virus il est arrivé, et pourquoi il a été expérimenté, pourquoi, mais en tout cas le fait est là. Il faut toujours travailler en éthique, il faut toujours travailler dans un cadre de déontologie et dans un cadre d'éthique de droit de la santé. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le droit du travail? C'est une branche de droit privé autonome. C'est un droit en constante transformation et on a bien sûr la responsabilité juridique hors cadre du soin patient, dans le contrat du travail, dans la rupture du contrat de travail avec l'assistante, entre employeur-employé, un contrat de CDD ou de CDI, des absences, comment elles sont justifiées en juridique, le congé de maternité, le congé valable annuel, le congé payé, parce que le droit du travail, c'est un droit qui est en constante transformation et donc on a toujours un droit en plus. Et le droit du travail, il est en fait spécifique au pays et spécifique, on va dire, à la force économique du pays. Ce qui fait qu'au Maroc, on va avoir des CDD, des CDI, des indemnités de licenciement, des indemnités dans le cadre de rupture du contrat de travail, des indemnités, on va dire là, par exemple, dans le cadre du Covid-19, il y avait on va dire un fonds où il a aidé donc les personnes, les citoyens marocains, donc à bénéficier donc de cet apport, de cette aide du pays pour pouvoir vivre et survivre. Et dans d'autres pays, on va trouver que dans le cadre du droit du travail, on va avoir d'autres indemnités. Par exemple, ou alors par exemple tout simplement pour la femme qui a plusieurs enfants, il va avoir des indemnités on va dire, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, beaucoup de choses. Donc c'est un droit c'est un droit jeune, inachevé, c'est un droit qui est en perpétuelle effervescence et en perpétuel changement. Alors, donc j'ai parlé de donc l'abandon de postes, les démissions licenciées. C'était un sujet très très intéressant, mais on ne pourra pas en parler vraiment en long et en large dans notre communication d'aujourd'hui. Mais c'est un sujet très important. Et on va parler là donc de tout ce qui est de danger d'environnement, tout ce qui est de déchets de soins dentaires ou alors de déchets de soins médicaux et de l'environnement et de santé de l'être humain. Il faut savoir que en France, il y a plusieurs textes. L'environnement, on va dire, c'est un volet très, très important, c'est un volet très développé dans l'environnement, la gestion des déchets médicaux et dentaires, la prise de conscience juridique et environnementale et sociétale pour le médecin dentiste marocain. Il faut savoir que des textes juridiques actuels au Maroc, la loi 2800, et donc elle spécifie quels sont les déchets médicaux en soins de la santé au Maroc. On peut avoir les dasseries, les déchets infectieux, comment on va faire, comment on va traiter, quelles sont les étapes au fait du tri et du conditionnement jusqu'à la gestion des déchets, jusqu'à l'étape finale. Il faut savoir qu'au Maroc, on a ce fameux problème on va dire, de fouilles de déchets, de fouilles de poubelles. Ça se rajoute à la santé de l'homme. Il faut savoir qu'on a une convention, Minamata, c'est une convention dans le droit international, c'est une convention de Maroc dans l'international qui a été signée, qui a été faite et ratifiée en juin 2014. On est en attente de textes juridiques pour la gestion des déchets médicaux en dentaire, pour la protection de l'environnement, parce que finalement, surtout maintenant le Covid-19, il nous montre qu'il faut faire attention à tout, il faut faire attention à autrui. Nous, dans l'islam déjà, dans notre religion, on sait qu'il faut se protéger soi-même, que on connaît, donc je parlais en arabe, donc on n'a pas d'égoïsme, mais ce Covid-19, il a appris qu'en fait, il faut se protéger autrui et il faut surtout, surtout être à l'écoute des gens qui connaissent, des professionnels, c'est-à-dire Ahlul Ilm. Là, maintenant, l'étude du Covid-19, on sait que c'est un virus respiratoire qui se propage par, on va dire, les portes d'entrée du virus qui sont les yeux, la bouche, et donc tout ce qui est la salive.
on va dire tout ceci, il ne faut pas se toucher le visage. On retrouve maintenant qu'il y a des gens qui disent dans les médias ou dans les réseaux sociaux, des gens qui ne connaissent rien du tout. On va dire c'est des gens qui sont inconscients, qui vont dire qu'il n'y a pas le Covid, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Et tout ceci, il va nuire à la société. Et c'est pour ça qu'il y a eu ihtirazat, on va dire qada, qu'il y a eu des textes de loi, qu'il y a eu des décrets, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été juridiques, qu'il y a eu des, on va dire des, des, des instances. Oui, Madame Alaoui, oui. donc combien il vous reste? Il me J'espère, reste parce qu'il y a des 2 ou questions. 3 diapositives. Voilà, parce qu'il y a des questions, et docteur D'accord, donc Moaoui, il me donc reste 2 ou 3 diapositives, je on doit termine. passer à quelques Je vous questions. remercie. Je m'excuse d'être lente, mais je voulais juste en parler d'un point de vue global. C'est vrai que la gestion des déchets et le droit du travail, donc c'était, j'allais pas les mettre dans la conférence, mais le professeur Bollé m'a dit que c'est pas mal d'en parler, donc j'en parle. Donc c'est important au fait de suivre ce que disent les médecins. C'est important de suivre pour ce Covid-19 pour pouvoir au fait dépasser et Inch'Allah vaincre ce Covid-19 au Maroc. Merci, merci. En conclusion, il faut être informé des dernières recommandations juridiques et des obligations légales du praticien. Et il faut respecter le contrat médical et la responsabilité juridique en professionnel de la santé. Tout ce travail est réalisé pour souligner l'honorabilité et la noblesse de la profession qui est toujours au service du patient et de ses intérêts. Et je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Alami, pour cette présentation. Vous nous avez rapproché par rapport à tout ce qui est juridique et social, donc tout ce qui est mesures juridiques, c'est très très bien, tout ce qui est mesures éthiques et respect de l'homme au Maroc. Donc, il y a aussi, vous nous avez parlé de tout ce qui est effort qui a été donné par les médecins au niveau des consultations à distance pendant le confinement. C'est très important ce qu'ils ont fait. On les remercie beaucoup. Donc, il y a un travail énorme, que ce soit les médecins privés, surtout les médecins privés et les médecins aussi bien publics. Donc, il y avait des consultations à distance, surtout quand il s'agit des soins d'urgence. La distanciation et comment on peut l'appliquer. Donc, vous nous avez donné un cas, c'est-à-dire comment on laisse passer une seule personne dans la salle d'attente. Il n'y a pas d'attente dans les couloirs. Il y a pas tout ça. C'était des mesures à prendre. Donc, vous nous avez rappelé du travail fait et qui est toujours fait par l'ordre et par la Fédération de médecine, que ce soit dentaire et de médecine en général. Donc, tout ça, c'est la partie désinfection aussi, après chaque patient. Donc, on fait des désinfections, on fait d'énormes efforts. Donc, on vous remercie, docteur. Et on va passer aux questions. On a 2 questions. Donc, question d'accord pour professeur Moaoui. Donc, il y a une question donc, concernant la prise en charge domestique des patients confirmés Covid positifs. Quelles sont les modalités d'isolement, de traitement et surtout comment limiter la propagation du virus au sein de la petite famille? Il y a aussi une deuxième question de la même personne. Donc, on la remercie beaucoup. Donc, si vous permettez, donc, on a remarqué un changement radical lors du transport d'un patient confirmé Covid positif après avoir été transporté dans une ambulance spécialisée. Avec un équipement ou un personnel qualifié, on assiste à des patients qui se rendent seuls à l'hôpital après confirmation de leur atteinte. Quel est l'impact de cette mesure? Donc, bon, une autre question. Voilà, il y a 2 questions. Troisième question pour professeur Dr Moaoui. Donc, voilà, il y a 2 questions. Très bien. Donc, parfait. Il y a 2 questions pour professeur Moaoui. À vous la parole, professeur. كاينه واحد لا كيسيون سي ديال واقيلا مسيو عزيز من بالي تنقراها دابا في لو شات مي جو بو لا لire par la suite. D'accord. Alors pour la première question, pour les modalités de prise en charge des patients symptomatiques asymptomatiques في الدار.
راه خرجت واحد لا سيركولير غير مؤخرا هذه واحد 3-4 جور اللي تشرح كاع هاد لي موداليتي كاملين. الوغ دون لو بروميير كات فيغور الا كان العائله عندهم زعما ساكن في دارك وعائلتك عنده فين يمشيو، سكون بروبوز هذاك كي كونفيني ا دوميسيل هو يبقى في الدار وعائلته تخرج. Bien sûr, il va rester chez lui, il va recevoir le médicament jusqu'à chez lui. Bien sûr, هاد القضيه هادي ماشي كلشي عنده فين يصيفط عائلته، ما يمكنش. في هذه الحاله هذه تنحاولوا نوصيو هذاك المريض انه يبقى في الشومبر بوحدو، وهذيك الشومبر تكون هي لا بلوس سباسيوز لا بلوس ايري بوسيبل، ويحافظ على الميزور ديزولمون في وسط الدار. بيان سور افيك ليجين دي مان سي تري تري امبورطون. بيان سور هاد القضيه هادي بجوج يقدر ما يكونوش في جميع الاحوال. الا ما كناش متاكدين انه هاد لي دو كونديسيون مهمين، في هذيك الساعه تنشوفوا اسكو لو باسون ا دي فاكتور دو ريسك، ولا كان عنده دي فاكتور دو ريسك هذيك الساعات لابد ليه يتوسبيتاليزا. دونك بور فيغ الا بغينا هوسبيتاليزيو واحد ا دوميسيل عندنا دو كريتير برينسيبaux. سيكون اون اي سور كيل فا ايتر ايزولي تري امبورطون، et le deuxième critère ما خصوش يكون عنده دي فاكتور دو ريسك سوبليمونتير. Alors la deuxième question اللي هي وتنشكر عليها، جو ريميرسي فريمون لا بيرسون كي ا بوزي سيت كيسيون، هي لا ريزون. قالت لك شحال هادي كان واحد غير تنسمعوا فيه كوفيد تيجي لي سابور بومبيي ولي كون والقيامه. دابا حاليا سي لو مالدي تمشي لراسو ديريكتومون في لوبيتال. Il faut savoir je dis à la personne qui a posé cette question que la gestion d'une pandémie تندوزو من trois on va dire من 4 étapes. اول حاجه تنبغيو سي كو بعدا الفيروس ما يدخلش، دونك هاد ليطاب هادي حنا دزنا منها باسكو الفيروس راه دخل. ثاني حاجه تنبغيو داك الفيروس ما ينتشرش، هي ليطاب اللي كنا فيها في الاول، اللي تنبقاو نديرو هذاك الشيء كامل باش الفيروس ما ينتشر. دابا الفيروس انتشر، شنو هي المرحله اللي تنبغيوها دابا؟ هي لي زيفي ديال الفيروس ما يقووش بزاف. الا لاحظتي دابا الا جيتي ديري هاد القضيه ديال ترونسبور بور شاك بيرسون ما غاديش تسالي. حيت قبل كان 1 2 10 في النهار، دابا راه ما كاين غير 1000 والفوق. Donc on ne pourra pas se plaindre tout ça pour tout le monde. Et bien évidemment, c'est une stratégie qui est dynamique, qui évolue au fur et à mesure du nombre des atteintes. Encore une fois, quelqu'un qui nous semble qui est touché, le masque, il peut protéger الناس اللي حداه. للاسف تشوف دي جون مثلا دي فامي تيكون لو باسيون ترونسبورتي بار امبولانس تلقاو طالعين معاه هما براسهم هما نون بروتيجي. دونك باقي عندنا واحد الخدمه كبيره نديروها سو لو كوتي دو لا سانسيبيليزاسيون. Alors Voilà, il y a une troisième question, docteur. Merci de l'avoir. Voilà, c'est combien de temps s'écoule entre l'exposition au virus du Covid-19 et l'apparition des symptômes? 4 sur 5 ou 14 jours. Donc, après hospitalisation et traitement des cas porteurs du Covid-19, est-ce qu'il y a guérison définitive ou il y a risque de rester malade et contaminé ou contaminé? Et contaminé, voilà. Très bien. Alors, la première question, c'est très simple. هذه تنسميوها حنايا la durée d'incubation. يعني ما بين دخل لك الفيروس وما بين le début ديال les symptômes. Il y a une moyenne. La moyenne, c'est de 4 à 5, 6 jours, on va dire. ولكن ça peut aller jusqu'à 14 jours. Allez, on va faire simple. Disons pratiquement une semaine. C'est-à-dire la moyenne d'une façon générale, une semaine. Mais ça ne veut rien dire. Ça peut aller jusqu'à 14 jours. بالنسبة مثلا الله يحفظ تقصتي بالكوفيد وداويتي وبريتي، هاد لا مالادي تعرف إن با إيمينيزونت. سي با باسكو مرضتي بالكوفيد كو راه ما تبقاش. إيمينيزونت ça veut dire quoi؟ تقدر تقاس بها مرة ثانية. Donc واخا هي la guérison elle est définitive sur le champ. Mais ça ne veut rien dire. Tu peux être contaminé une deuxième fois. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, docteur Mouaoui. Merci beaucoup pour les explications. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Rami, oui. كاينه une dernière question ديال monsieur Rabi El-Jibli. تنشوفها في le chat. Ah oui, il y a une dernière question, exactement, voilà. Je ne la vois pas. Donc, c'est professeur Rabi El-Jibli. Donc, il dit, donc, je voudrais savoir
est-ce que la PCR est aussi fiable que la sérologie Covid, tout en sachant qu'il y a des patients qui peuvent faire plusieurs PCR et les trouver négatives. Par contre, faire une sérologie et la trouver positive, quel est l'examen le plus fiable actuellement? Donc, question de... Très bien. Je te remercie, Serabé, pour cette excellente question, mais vraiment très intéressante. Je vais juste expliquer la différence. Quand on veut confirmer une infection à un virus ou les micro-organismes, il y a deux choses. إما غادي نمشيو نقلبوا عليه هو براسو، donc la culture ديال الميكروغانيزم، ولا نقلبوا على l'ARN ديالو، les constitutions ديالو، ولا نمشيو نقلبوا على les anticorps اللي تيقولوا لنا d'une façon indirecte que هذاك الفيروس داز. Pour faire très simple, il n'y a pas un examen plus fiable que غادي نقولوا ils sont complémentaires. Les PCR, ils peuvent être négatifs, c'est vrai, ou après que le malade est touché. On appelle ça une PCR des faux négatifs. Mais les PCR, quand elle est positive, elle est positive. D'accord? Donc, ça fait, elle est malade. On ne va pas dire qu'il y a des faux positifs, mais on peut avoir des faux négatifs. Les sérologies, les sérologies, c'est beaucoup plus, soit pour les cas douteux à PCR négatif, soit pour la surveillance de l'évolution du malade. ومن غير هذا الشيء كامل دابا حنايا في على ليطاب كلينيك دونك حنا كاع كنديو شكون اللي احسن من الاخر. حنا دابا كنجمعوا ان فيسو d'arguments. Parfois, d'abord récemment, dernièrement, ça nous arrive aussi de traiter des malades واخا PCR négatif, mais تنشوفوا السكانير ديالهم, تنشوفوا les symptômes ديالهم. Donc ça reste un faisceau d'arguments. Donc à de la question à dire, au lieu de dire qui est le meilleur que l'autre, غادي نقولوا ils sont complémentaires. Voilà. Merci Belle. Merci, docteur Moaoui. Donc, on a une autre question, mais bon, c'est pour docteur Khatabi, et ça revient à la même question. Donc, question pour vous, docteur Khatabi. Est-ce que le test sérologique de dépistage est le plus fiable pour les cas qui ne présentent pas de symptômes? Donc, c'est presque la même. D'accord. Et là, donc c'est une... Pour les tests sérologiques, en fait, ne sont pas fiables parce que les tests de dépistage, ils détectent les anticorps après la séroconversion. D'accord? Et la durée moyenne, c'est entre 7 et 10 jours. Ça dépend de la physiologie de la personne, le système immunitaire de chaque personne. Par contre, la PCR, c'est le virus excrété au niveau du tractus respiratoire. Voilà comment le professeur l'a expliqué, c'est positif. Sauf s'il y a des faux positifs, peut-être problème au niveau de manipulation. Par contre, les PCR sont moléculaires plus spécifiques. Parce que la sérologie, c'est surtout les valeurs pour la prévalence, l'état immunitaire, le statut immunitaire. Voilà. Mais sans complémentaire. Alors, on passe à une question. Donc, une dernière question. C'est pour docteur Alami. La question, donc, c'est la période du Covid-19, les droits des professionnels et des malades sont-ils respectés? Alors, quand on parle de droits des professionnels, donc on va parler de devoirs du praticien, donc peut-être de droits du praticien, de droits des patients. Alors, pour ce qui est les devoirs du praticien, nous, on fait tout ce qui est en notre possible de période Covid-19 pour protéger le patient. Alors, pour ce qui est donc les droits des professionnels, on va dire les droits des patients, des praticiens, bien sûr qu'on a des droits. Et donc, il faut savoir que donc l'État marocain, il a instauré donc plusieurs garde-fous, on va dire juridiques, pour pouvoir protéger le citoyen marocain. Et donc, nous, on protège le patient au niveau de notre profession. Au niveau, donc les droits des malades, bien sûr, les droits des malades, c'est comme je l'ai dit, c'est-à-dire nous, on va faire nos obligations de moyens, on va faire tout ce qui est en notre possible, tout ce qui est donc les données actuelles de la science pour protéger le patient, notamment tout ce dont j'ai parlé des études scientifiques et des brochures émises par donc l'ordre et donc les différentes institutions juridiques en médecine dentaire au Maroc. Et donc, pour répondre à la question, bien sûr, donc les droits des malades, on essaye
on essaie de respecter, on essaie au fait de faire ce qu'on peut à notre égide, en respectant bien sûr le serment d'Hippocrate et en respectant tout ce que j'ai dit donc, dans la conclusion de ma conférence, tout ce qui est honorable pour protéger et l'intérêt du patient et de ses intérêts. Donc, on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. On est sommé par une obligation de moyens juridiques. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour protéger et soigner les patients. Et donc, bien sûr, on essaie que ces droits professionnels et juridiques puissent être respectés autant que possible. Merci. Merci, docteur Alami. Merci, professeur Mouawi. Merci, docteur Boutaleb. Donc, merci, docteur Khatabi. Donc, merci pour le temps, pour toutes ces explications par rapport à ce webinaire. Donc, merci à ceux qui ont posé des questions, professeur Selman, professeur Jibli et monsieur Mbali Aziz. Donc, merci beaucoup et merci à toute personne qui a suivi avec nous ce webinaire. Donc, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, merci beaucoup. On aura d'autres rendez-vous par rapport à d'autres sujets qui intéressent notre société. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.